Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons expliquer pourquoi les PME et les PMI ont du mal à être financés en Côte d'Ivoire, pourquoi les établissements financiers hésitent à le faire, alors qu'on le sait, le rayonnement de notre économie ne peut venir que de leur coopération principalement. PME, PMI, TPE, établissements financiers, État de Côte d'Ivoire, que peuvent-ils faire ensemble? Des hommes du Sérail nous instruiront sur la question aujourd'hui. Et ses invités, ce sont M. Jean-Paul Baya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Juste auprès de vous, M. Louis Amédée, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Fédération nationale des industries et services de Côte d'Ivoire. Et bonsoir, M. Sylvain Caupoint. Vous êtes le secrétaire exécutif de la Fédération ivoirienne des PME. Bonsoir. Et juste auprès de vous, M. Yves Ouya, bonsoir. Bonsoir. Et consultant en financement des entreprises. C'est bien cela. En tout cas, merci à vous d'être là ce soir. Nous allons suivre ensemble ce récit qui nous plante déjà le décor. Une entreprise sur deux meurt quelque temps après la création. Une situation due à un manque de financement et à un accompagnement insuffisant, dit-on. Qu'en est-il en réalité? Résumons la situation avec Sita Zoro. En moyenne, 40 entreprises sont créées quotidiennement en Côte d'Ivoire. En 2016, ce sont 12 166 entreprises qui ont vu le jour, selon le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI. Ces petites et moyennes entreprises PME constituent 80% des entreprises en Côte d'Ivoire, mais ne représentent que 18 à 20% du produit intérieur brut PIB. Des PME qui ont du mal à atteindre leur deuxième anniversaire car 70% d'entre elles ont difficilement accès au financement. Ainsi, l'autofinancement et l'injection de fonds des principaux associés deviennent le mode de financement qui s'offre à elles. Une autre source d'investissement de cette catégorie d'entreprises consiste pour les associés à ouvrir le capital de leur compagnie à de nouveaux apporteurs de fonds tels que les investisseurs institutionnels. Pourtant, l'accompagnement de l'État et des établissements financiers reste et demeure pour ces PME la seule garantie pour une pérennisation de leurs activités. À cet effet, l'État les accompagne à travers des annulations, réductions et abattements de certaines dettes fiscales. De même, à travers des facilités fiscales aux institutions de financement. Il aide ainsi, de façon indirecte, à améliorer l'accessibilité des PME au crédit bancaire. Cependant, jusque-là, ces accompagnements restent partiels et insuffisants pour l'éclosion de ces jeunes entreprises, car selon les banques, elles ont du mal à faire confiance aux PME. Les initiatives des uns et des autres pourraient ainsi mourir, faute d'accompagnement suffisant. On a tous bien compris le problème. Je voudrais commencer par vous, M. Baya. L'accès au financement reste un véritable problème. Quel est le véritable problème des entreprises? Le véritable problème de l'entreprise, votre élément l'a si bien dit, c'est l'accès au financement. Mais mieux, c'est l'accompagnement même des entreprises dans la réalisation donc, de leurs objectifs. Aujourd'hui, les financiers ne sont pas des adversaires, les financiers sont des partenaires. Nous estimons, nous, entrepreneurs, que les financiers ne font pas assez pour nous accompagner. C'est cela qui est le véritable problème de l'entreprise. Le problème de l'entreprise aujourd'hui ivoirienne, c'est qu'elle continue de travailler, elles prennent des parts de marché face à la situation aussi difficile. Mais comment est-ce qu'elles font aujourd'hui pour financer donc les plans de trésorerie, pour arriver donc à exécuter les bonnes commandes? C'est cela, le véritable problème. Vous le dites nettement, M. Baya, les financiers ne font pas suffisamment, n'en font pas suffisamment. Et vous-même, vous, entrepreneurs, est-ce que vous en faites suffisamment? Non, je n'aurais pas la prétention de dire que nous en faisons aussi suffisamment. Non, je le dis parce que vous avez la prétention de dire que les autres n'en font pas assez, donc je vous retourne la chose. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous-même qui avez créé vos affaires, est-ce que vous faites ce qu'il faut faire? Nous faisons ce que nous pouvons faire. Parce que déjà, quand nous, entrepreneurs, nous sommes déjà assujettis aux impôts, quand nous réglons toutes nos charges fiscales, sociales, et nous allons sur les parts de marché, nous préfinançons déjà, à la limite, nos premières parts de marché, nous préfinançons nos propres bons de commande, ça veut dire déjà qu'il y a déjà un effort qui est fait. Quand nous faisons l'effort de sortir de l'informel pour venir nous assujettir à l'impôt, c'est pour participer justement donc à la croissance économique de notre pays. C'est pour participer justement à l'éclosion de notre pays. Donc nous prenons des parts en travaillant dans l'économie, en payant nos impôts, en payant nos charges fiscales, en payant nos charges sociales. Ça, c'est notre part. Notre part, c'est de créer notre entreprise, c'est de participer à la création de la richesse. Nous faisons notre part quand nous créons des emplois.
parce qu'aujourd'hui, nous créons des emplois. Nous arrivons à absorber le taux de chômage. Ça, c'est notre part. Ensuite, maintenant, il faut maintenant nous accompagner. Ce que nous demandons, ce n'est pas le fait de l'entrepreneuriat zéro, de l'entrepreneuriat gratuit. Nous savons qu'en face de nous, on n'a pas que des philanthropes. C'est un partenariat qui doit être établi. Et dans ce partenariat-là, chacun doit dire ce qu'il doit faire. Et ensemble, c'est dans une synergie d'action que nous pouvons donc amener. Alors, oui, allez-y. Ah ben oui, donc nous faisons notre part. Et donc ce que les partenaires, d'une part, et ce que l'État, d'autre part, doit faire, c'est de regarder ensemble quel est le rôle de l'État dans l'accompagnement des PME et des TPE. Quel est le rôle de l'État et quelle est l'implication directe de nos amis financiers qui sont pour nous et qui restent pour nous des partenaires. C'est un partenariat. Très bien. Monsieur Coupoin, ça a été dit 2 fois ou 3 fois, hein, les financiers ne font pas exactement ce qu'il faut faire. Quelle est votre réaction, vous, en tant que secrétaire exécutif de la Fédération ivoirienne des PME? Je crois que, de mon point de vue, il va falloir reconsidérer la notion de définition de l'entreprise qui s'explique à plusieurs niveaux. Il y a la grande entreprise et puis il y a la PME. Aujourd'hui, pour des questions de financement, la grande entreprise n'a pas de problème. Bon, très bien, là où il n'y a pas de problème, Voilà. on n'a pas de La souci grande donc, sur ce entreprise plateau. n'a Là où pas il y a de le problème, c'est avec il est les PME et les important- TPE. Il est important de le préciser parce que c'est vrai, c'est un écosystème qu'il faut pouvoir stratifier. Et cela est véritablement important. La problématique du financement se trouve au niveau des PME. Parce qu'il faut d'abord comprendre la notion de PME et puis comprendre l'environnement et savoir comment la resituer dans son cadre juridique pour mieux cerner cela, afin que tous ceux qui sont financiers, qui dans le principe ont pour mission peut-être de vendre de l'argent, je veux parler des banques qui n'ont que ça comme travail et mission, qui ne s'accommodent pas avec la compréhension des notions de petites et moyennes entreprises, qui ont du mal à apprécier cela. C'est tout cela qui constitue toute la problématique du financement de ces entités qu'on appelle PME, petites et moyennes entreprises. Bon, j'entends bien cela, mais est-ce que vous êtes en même temps en train de dire que même les patrons des PME n'ont pas compris la définition des PME? On n'ira pas jusqu'à dire cela. Ils disent tout simplement qu'ils n'ont pas les moyens financiers qu'il faut pour oui, continuer. Je suis complètement d'accord avec vous, mais je le dis parce que la notion d'institution, de cadre juridique s'est faite il n'y a vraiment pas longtemps. Donc, chez nous en Afrique, généralement, chez nous, vous savez comment les gens définissent ces questions d'entreprise. Il vous dira toujours « je me débrouille ». Or, aujourd'hui, il est question d'entrer dans un cadre professionnel. Et donc, l'État ayant compris ces choses, ils ont défini un cadre institutionnel qui a permis d'avoir une loi d'orientation des PME et situer le cadre des PME dans un schéma beaucoup plus rationnel. Donc, pour vous dire qu'une PME aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait moins d'1 milliard de chiffre d'affaires et qui emploie moins de 200 personnes. À l'intérieur de cette notion, il y a la micro, il y a la petite entreprise. Et c'est des notions qu'il faut pouvoir comprendre pour que l'individu lambda, aujourd'hui, qui nous écoute, sache qu'en entreprenant, il y a des paliers peut-être selon les moyens qu'il a, qui puissent lui permettre, dans sa vision, de voir comment il se développe. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le programme de développement, le programme national de développement, les PME sont au cœur de ce programme. Donc ces PME qui constituent, en matière d'entreprise, les entités à la limite les plus importantes parce qu'elles créent la richesse, elles créent les emplois, et elles régulent même à la limite la société. Aujourd'hui, leur problématique majeure, c'est effectivement la question du financement. Donc, la question du financement se posant, nous, au niveau de la fédération, nous y avons réfléchi. La preuve, c'est que nous avons eu 2 journées consécutives, 2 journées promotionnelles des PME consécutives, où nous avons réfléchi avec des experts sur la problématique
du financement des PME. Très bien, je reviendrai à vous tout à l'heure, M. Coupoin, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu la réponse à la question que j'ai posée. Pourquoi est-ce que les PME ne sont pas financées? C'était ça le fond. Vous avez bien compris, mais en tout cas, je reviendrai à vous, c'est sûr. Monsieur Yves Ouya, vous êtes consultant en financement des entreprises. Aujourd'hui, cela a été dit très clairement par celui qui est en face de vous, M. Baya. Vous, financiers, vous ne donnez pas suffisamment, vous êtes très avare en matière d'argent, vous ne voulez pas en donner aux entreprises. Quel est le problème? Bien. Pourquoi vous gardez cet argent pour vous? Nous ne gardons pas cet argent pour nous. Ce qu'il faut clairement dire, c'est que la problématique du financement est liée à la problématique du risque. Un financier, il mobilise une épargne qui appartient à des personnes privées, des personnes morales, dont ces entrepreneurs, et qui, à partir de cette position-là, investit dans des projets pour pouvoir créer des richesses et avoir un retour sur investissement. Donc cette notion de risque, elle est importante. Et je crois que c'est à ce niveau que le problème se situe. Quand un financier n'investit pas dans une entreprise, c'est qu'il n'est pas convaincu d'abord que cette entreprise-là va lui rapporter de l'argent. Cette entreprise-là n'est pas une entreprise qui peut occasionner un risque important. Et quand on se situe à ce niveau, on peut effectivement orienter le débat et mieux débattre. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire très clairement que les entreprises ivoiriennes, de façon générale, sont des entreprises à risque? Parce qu'elles sont nombreuses, ces entreprises qui se plaignent de ne pas recevoir, de ne pas être accompagnées au plan financier. Toutes les entreprises ivoiriennes ne peuvent pas être créées et en même temps être des entreprises à risque. Je vais prendre au mot M. Coupoin, vous dire effectivement, il faut serrer les entreprises. Il y a des grandes entreprises qui sont déjà structurées pour que effectivement le financement se fasse sans risque majeur. Et il y a des entreprises qui sont plus petites, qui sont moyennes, qui souvent n'ont pas effectivement un retour d'image qui rassure le banquier qui est en face d'elle. Rassurer le banquier, c'est quoi? Que faut-il faire pour rassurer un banquier? Je vais vous Une donner, entreprise qui est constituée en bonne et due forme. je vais vous donner un exemple simple qui va peut-être nous situer. Pour avoir travaillé effectivement à la fois pour des entreprises et étant aujourd'hui dans des structures financières, je vais vous dire par exemple que j'ai eu à travailler avec des PME. Et j'ai été très surpris de constater qu'il y avait 3 bilans. 3 bilans? Oui. Ce sont des choses importantes à dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement accuser les autres d'une situation sans effectivement avoir à poser les problèmes comme ils sont. Je ne dis pas que toutes les entreprises ivoiriennes le font. Je dis simplement que ce sont des situations qu'on rencontre. Et quand un banquier le sait, quand un financier le sait, quand un fonds le sait, il prend plus de temps à analyser, il va prendre plus de temps à faire un certain nombre d'opérations comme qu'on appelle des due diligence pour pouvoir effectivement avoir une idée précise, réelle et, on va dire, défendable de la structure qui est en face d'elle. Et dans ce cas précis, effectivement, nous pouvons dire qu'il y a d'autres paramètres que je vais évoquer. Mais le premier paramètre qui vient à l'esprit, c'est le paramètre du risque important. Un banquier, il investit pour gagner de l'argent. C'est pas, ou bien un financier, il investit pour gagner de l'argent. Ce n'est pas pour aller récupérer la maison de quelqu'un, pour aller la revendre. Ce n'est pas son métier. Son métier, c'est de donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il crée des richesses, qu'il réalise le projet qu'il a évoqué, qu'il a présenté dans son business plan. Et quand ce projet est réalisé, par la suite, effectivement, il est remboursé et il peut effectivement... Mais vraiment, avant de continuer, je souhaiterais que vous le dites très clairement. Vous parlez de 3 bilans. Oui, mais comment est-ce qu'une entreprise peut avoir 3 bilans? Je vais vous faire un aveu. Non, écoutez, je vais vous faire un aveu. Ce n'est pas quelque chose que je dis ainsi. J'ai participé à l'édition 2017 de l'initiative Les Finances s'engagent. D'accord. Et l'ex-premier ministre du Bénin, M. Zinsou, avant lui, un banquier, l'ont dit clairement. C'est-à-dire que les banques et les établissements financiers s'engagent quand même, bien que sachant que les entreprises ivoiriennes, les PME particulièrement, ont 3 bilans. C'est-à-dire qu'il y a un bilan pour l'entrepreneur, il y a un bilan pour le banquier, il y a un bilan pour les impôts. Ça a été dit à cette rencontre. Alors, très clairement, ça veut dire qu'il y a de la tricherie. Mais oui, vous aurez le temps de réagir. Monsieur Louis Amédée, regardez bien la situation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bilan sincère.
Est-ce que vous cautionnez cela aujourd'hui, que les entreprises ivoiriennes ne sont pas des entreprises qui on doit avoir confiance? Non, je pense que la question qu'il a voulu soulever, c'est ce qu'on appelle la question de l'asymétrie d'information. Parce que pour le secteur financier, il est extrêmement important de bien avoir la cartographie de l'entreprise qui sollicite son concours et également percevoir les risques. Et ça, ce n'est pas la chose qui est très facile avec les PME en général. Mais ça aussi, ça participe d'abord d'une situation qui est structurelle. Mais avant de développer sur ça, je voudrais, moi, retenir dans tout le développement qui a été fait, aussi bien dans l'élément, le thème d'accompagnement. Ce n'est pas le financement qui est la chose la plus importante pour la PME, c'est l'accompagnement qui intègre les financements, mais son encadrement pour qu'il puisse avoir un comportement orthodoxe de gestion. Sinon, si vous le regardez bien, au cours des 3 dernières années, par exemple, l'appui, le niveau de crédit du système bancaire au secteur privé va croissant. Ça, c'est une réalité. Et ne vous méprenez pas en pensant que ça profite exclusivement aux grandes entreprises. Sachez que, normalement, le pourcentage de grandes entreprises qui sont bénéficiaires des crédits bancaires est véritablement réduit. Je ne crois pas qu'il y ait plus de 20% de grandes entreprises qui demandent des crédits qui l'ont. À part celles qui ont des maisons mères qui sont puissantes ou qui appartiennent à des groupes où les groupes peuvent s'autofinancer, peuvent s'entraider. Parce que derrière, il y a un problème fondamental qu'on ne regarde pas souvent, qui est le problème de notre système financier, de la manière dont on finance l'activité économique. Aujourd'hui, on n'a que le secteur bancaire, c'est-à-dire le système bancaire, le système financier de notre pays se résume au système bancaire. Donc, on veut que la banque nous fasse du crédit pour la maison, la même banque doit faire des crédits pour les entreprises, mais les entreprises, ce sont des crédits à moyen ou à long terme. Mais l'argent dont dispose la banque elle-même, en tant que composante phare du système financier, c'est de l'argent court, c'est de l'argent que vous et moi, nous déposons sur notre compte courant. Donc, à tout moment, on peut venir réclamer à très court terme. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire des prêts, accorder des crédits sur du long terme. Mais au-delà de cela, il faut reconnaître qu'en vérité, le problème qu'on a, c'est que et le système bancaire et les PME, tous les deux, présentent des faiblesses profondes qui font que, quelque part, ils n'arrivent pas à se joindre. Et là, si on prend du côté des PME, moi, je vais retenir juste 3 faiblesses. D'abord, il y a la faiblesse des fonds propres. Vous ne pouvez pas vouloir créer une entreprise et penser que toute la partie financière de votre entreprise va être faite par crédit. Mais qu'est-ce que vous m'apportez? Qu'est-ce qui prouve? C'est-à-dire qu'un projet qui vous tient à cœur, il faut que vous apportez au moins vous-même une partie des ressources. Et ça, très souvent, la plupart des PME se retrouvent avec un fonds propre qui est très faible et le gros du financement du projet doit être apporté par le système financier, qui n'est malheureusement que la banque. Et la banque, véritablement, avec tout ce que je viens de dire, ne peut pas suivre. Ensuite, il y a l'insuffisance de l'organisation. L'insuffisance de l'organisation, vous avez le promoteur qui est le PDG, qui est le comptable, qui est le directeur des ressources humaines, qui est à la fois tout. C'est-à-dire qu'il est omnipotent et donc, en réalité, toutes les décisions partent de lui. À côté de cela, on a cette faiblesse du patrimoine personnel qui fait que quelqu'un monte un business, il veut être de bout en bout le propriétaire de l'ensemble du business. Il veut détenir 100% du capital. Des fois, c'est totalement aberrant. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça parce que vous serez seul avec vos seuls moyens. Or, si vous associez d'autres personnes, vous vous retrouvez avec un pack d'actionnaires qui peut apporter d'autres éléments. Votre fonds propre devient un peu plus important. Et là, l'autre faiblesse, c'est la vision à long terme. Parce qu'il faut reconnaître que des fois, nous créons nos entreprises, on a une belle idée, on étudie le marché, il y a une circonstance, il y a un concours de circonstances là, et puis derrière, on ne se projette pas sur 5, 10 ans où l'activité
C'est vraiment l'immédiateté, c'est vraiment le court terme. Et tout ça fait que le financier n'y va pas. Mais le financier lui-même, il a ses faiblesses. Financer une PME, accompagner financièrement une PME, mais c'est un métier spécifique. Très bien. Les faiblesses du financier, nous allons en discuter tout à l'heure. Mais je voudrais donner la parole tout de suite à M. Baya. Vous avez entendu, hein, on a fait le tour de table. J'ai envie de dire très clairement que tout le monde est en train de démontrer que les entreprises ivoiriennes ne sont pas sérieuses. Elles ne sont pas sérieuses, elles ne sont pas crédibles. Il y a un peu d'indiscipline. Une entreprise qui se résume du comptable au PDG, au directeur des ressources humaines à la même personne. Quand elle s'éteint, l'entreprise s'éteint. Vous n'avez aucune adresse, on ne sait pas où vous retrouvez lorsqu'on vous fait des crédits. Ce sont des réalités qu'il ne faut pas cacher. Vous êtes un peu méchant. Je décris une situation que... Non, du tout. Nous disons exactement ce que vous avez dit sur ce plateau. Permettez que moi je m'offusque de tout cela. Oui, je m'explique, mais j'arrive à m'expliquer. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, monsieur le financier, notre consultant, nous dit que nos entreprises ne sont pas, dit-il, aussi formelles et aussi opérationnelles. Mais la question que nous nous posons, aujourd'hui, combien d'entreprises existent-elles aujourd'hui? Et sur le terrain, là je parle en tant qu'entrepreneur, ce que vous dites ne reflète pas ma réalité. Parce que ma réalité à moi en tant qu'entrepreneur, la réalité de l'entrepreneur qui nous suit présentement n'est pas celle que vous décrivez. Ça, c'est cela. Il faut poser ça comme ça. Ce n'est pas cette réalité-là. Donc, les entreprises existent bien. Vous avez parlé de bilan, 3 bilans. Mais là, je vous laisse l'entière responsabilité. Parce que nous savons, nous en tant qu'entrepreneurs, que cette pratique pourrait exister, mais la forme que vous lui donnez n'est pas aussi conforme à la réalité. Et pour cela, je vais vous dire que ce n'est pas juste. Ce n'est pas cela notre réalité. Ensuite, M. Amédée, qui représente donc les industriels, a donc fait son exposé, que j'ai bien écouté. Il a schématisé, mais il a aussi relativisé. Vous comprenez? Chacun a d'une part et d'autre ses faiblesses. Mais la réalité, présentement, ce que les entrepreneurs qui sont là actuellement, qui vivent, c'est qu'elles ont mis les entreprises en place. Aujourd'hui, plus de 40-50% des PME sont dans un cabinet, dans une CGA, se font accompagner. La majorité des PME aujourd'hui bénéficient d'une formation, d'un accompagnement. Donc, il y a quand même aujourd'hui un encadrement qui est fait. Et il y a aujourd'hui un encadrement. Tout à l'heure, on parlait d'accompagnement, c'est ce que j'ai dit avec M. Luc Amédée. Il y a l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est la volonté. Et nous autres, quand nous créons les entreprises, nous ne parlons même pas des start-up pour parler de l'entreprise en phase de démarrage. Je vous parle des entrepreneurs depuis 5 ans, 4 ans, 5 ans, qui vivent là, qui sont là, qui sont en train de travailler. Je vous parle de nous. Je vous parle de nous qui travaillons chaque jour pour apporter la croissance de notre pays. Je vous parle de nous, nous entrepreneurs, et aujourd'hui dans tout secteur d'activité qui produit des services, qui paient nos charges fiscales et sociales, j'insiste là-dessus, et qui continuent à travailler, qui continuent à prendre quelque part des marchés, même aux industriels. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de nous qu'il s'agit. Nous qui travaillons, l'ensemble de ces entrepreneurs qui continuent à travailler, qui continuent à se mobiliser, ils ne viennent pas avec une entreprise à 0 francs. Je suis désolé. Très bien. Donc, je vous arrête là pour laisser M. Ouya Yves répondre lui-même. Pour moi, il était important, dans un premier temps, de vous planter le décor de la notion de PME pour que ce soit quelque chose qui soit perçu tant par le financier que par le commun des mortels. Vous comprenez que lorsque vous maîtrisez mal l'environnement d'une PME, tout de suite, quand vous êtes financier, vous taxez cette PME-là d'avoir 3 bilans, ce qui n'est pas juste. Vous voyez, il faut pouvoir faire attention. Il faut pouvoir lire l'environnement de celui qui entreprend. Le cadre dans lequel il faut pouvoir le comprendre. Avant de comprendre pourquoi, quand il est candidat au financement, il ne peut pas accéder. Quelles sont les conditions qui font qu'il ne peut pas accéder à cela? Donc ce n'est pas la notion de bilan qui est le problème le plus difficile. Vous voyez, entre autres, c'est un élément qui a été évoqué, mais ce sont des réalités que vous ne pouvez pas rejeter. Ce n'est même pas à juste titre qu'il faut l'évoquer. Ce n'est même pas à juste titre. Non, vous ne pouvez pas dire ça non plus si ce sont des réalités qui empêchent de... Je ne crois pas, M. Fofana. Mais si ce sont des réalités qui existent, il ne faut pas les ignorer. Je suis désolé, mais vous comprenez que ceux qui ont 3 bilans ne font même pas 1% de ces personnes. Vous faites une estimation ou bien vous donnez une statistique? Mais je vous donne des statistiques, M. Fofana. Parce que la réalité des choses, je préférais des statistiques que des PME, c'est nous qui les gérons.
Mais nous suivons de loin. Oui. Nous avons entendu beaucoup de complaintes, de grognes, de plaintes aussi. La difficulté qu'il y a, les problèmes sont connus. Les problèmes qu'il y a entre le banquier et la PME, c'est des choses qui se racontent chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre des initiatives, l'État aussi est en train de prendre des initiatives. Mais ce copain, là où je ne serais pas d'accord avec vous, ne nous dites pas ce que vous seriez en train de faire. Dites-nous de façon nette ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes en train de prendre. On ne parle plus du futur. Oui. Nous parlons de ce que vous avez fait de façon nette. Parce que nous sommes, chaque fois ça revient souvent, nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que vous faites? Alors, et que vous ne dites pas, puisque ce n'est pas des choses à cacher. Monsieur Fofana, ce n'est pas des choses à cacher. Voilà. La réalité des choses au niveau du financement des PME, je le dis et je le répète, le financement des PME est une problématique récurrente. Et le principe voudrait que, de façon concrète, les initiatives comme les finances s'engagent. Tout à l'heure, j'étais en train de vous planter le décor que nous, au niveau de la fédération, nous avons débattu avec des experts cette question. Vous voyez, c'est là que vous et moi, je crois qu'on aura beaucoup de choses. Nous avons, et jusqu'à présent, vous ne nous donnez pas le contenu de ce que vous avez arrêté pour que nous puissions avancer. Nous avons arrêté. Voilà, c'est ce qu'il faut nous dire. Mais j'en viens. La FIPME a eu le nez creux de mettre la mutuelle de crédit et de financement des PME en place, en rapport avec la question de la dette intérieure, pour sortir un certain nombre de PME du méandre, parce que vous savez, vous êtes d'avis avec moi qu'avec la crise que la Côte d'Ivoire a traversée, les PME étaient sinistrées. Et donc, dans la réflexion, il fallait trouver la formule qui permettait aux PME d'avoir droit de vie, sinon droit de cité. Et cette initiative est quelque chose de palpable qui existe. Au-delà de cela, nous sommes rendus compte que les banquiers, qui sont toutes les banques pratiquement de la place, je suis obligé de le dire aux financiers, que c'est des banques de spéculation. Parce que M. Fofana est directeur général d'une banque, il n'ira pas dire au soir de son bilan à ses actionnaires que j'ai accompagné dans le développement de telle PME, tant de PME, et que je n'ai pas pu capitaliser ce que vous m'avez donné comme institution, je n'ai pas pu rentabiliser cela, attendez l'année prochaine pour avoir vos dividendes. Ça serait contraire. Je ne suis pas sûr que M. Fofana va garantir son poste. Donc, toutes ces banques, ces banques qui prêtent à court terme, qui sont des notions qui sont connues aujourd'hui, essayent dans la mesure du possible de s'adapter à l'environnement. Aujourd'hui, les banques créent des guichets de PME. Pourquoi? Parce que le cadre institutionnel qui est planté permet tout naturellement aux banques de comprendre que pour l'approche des PME, il faut y aller autrement. Et tout à l'heure, c'était ce qui m'avait permis de vous dire dans le développement que j'étais en train de faire qu'il fallait serrer la notion d'entreprise. Très bien, vous avez été mieux compris. Voilà. Là, je laisse maintenant M. Yves Ouya répondre. Ensuite, nous donnerons la parole à M. Louis Amédée qui avait commencé à parler des faiblesses des structures financières. Bien, ce que je dirais, c'est que je suis au regret d'offusquer mes interlocuteurs. Mais je tiens à dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai entendu à une rencontre officielle qui est l'édition 2017 de La Finance s'engage. Je ne l'ai pas inventé concernant les 3 bilans. Ceci étant dit, je pense que pour recentrer le débat sur le financement, c'est que une entreprise a normalement 3 cycles importants. Les personnes qui sont assises ici sont dans ce qu'on appelle le cycle de démarrage et de développement. Mais avant ça, il y a le cycle d'amorçage, parce qu'il faut réfléchir à son projet. Il faut chercher effectivement les financements pour pouvoir réaliser le projet. Il faut faire effectivement, je dirais, pouvoir faire des essais, etc. Et maintenant, on crée son entreprise, parce qu'on a été satisfait sur tous ces points-là. On a fait son business plan, on crée son entreprise. Et généralement, quand ces entreprises sont créées, elles rencontrent un type de financier en face d'elles. Et ce type de financier n'est pas forcément... Un type de financier au démarrage n'est pas le même type de financier au développement de l'entreprise. Il faut que les entrepreneurs le sachent. Je ne vais pas prendre mon dossier pour aller voir une banque commerciale. Je suis juste au démarrage pour dire qu'il faut forcément que mes investissements soient financés. Généralement, elles vont vous demander 3 bilans. 3
Pourquoi? Parce qu'en général, on se dit, après 3 ans, si l'entreprise continue d'exister, c'est qu'effectivement, elle a toutes les chances de continuer. Ce sont des règles, ce sont des pratiques, à partir d'un historique. Et quand effectivement, nous sommes entrepreneurs et que nous, effectivement, nous ne pouvons pas avoir effectivement déterminé quel est le type de financier qu'il nous faut pour résoudre un problème précis, eh bien, on arrive facilement à la solution qu'on puisse dire, ou bien à la déduction qu'on puisse dire qu'on n'est pas aidé, qu'on n'est pas financé. Parce que si nous voulons faire un investissement à long terme, il n'est pas forcément dit, après 3 ans d'activité, que c'est la banque commerciale qui est la plus outillée pour le faire. Elle peut le faire parce que, par exemple, vous êtes dans un secteur qui est connu, où il y a un historique, où on sait que si on investit sur vous, effectivement, il y a moins de risques qu'on puisse effectivement perdre l'argent qu'on va investir sur vous. Vous êtes dans le secteur de l'EVA, par exemple, aujourd'hui. Il y a des entreprises avant vous qui ont créé des usines. Si vous venez créer une usine, effectivement, c'est plus facile de vous écouter et c'est plus facile de vous suivre. Mais si vous êtes dans un secteur nouveau et que vous venez dire, demandez à ceux qui ont voulu créer des usines d'EVA il y a 20 ans, elles ont rencontré des difficultés. Parce qu'effectivement, ce secteur n'était pas connu par beaucoup de banquiers. Il est nouveau, le secteur? Non, ce n'est pas qu'il est nouveau, mais en fait, il était étatique. Donc, les banques en question n'avaient pas effectivement d'interlocuteurs privés, d'entreprises privées en face d'elles pour bien connaître ce secteur-là. Quand une entreprise est étatique, il y a un ensemble de données pour suivre cette entreprise financièrement. Alors que quand ce secteur a été libéralisé, eh bien, effectivement, il y a eu un ensemble d'acteurs qui sont arrivés et les banquiers ont commencé à apprendre à connaître ce secteur-là. Aujourd'hui, ils le connaissent. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'une banque commerciale n'est pas une banque spécialisée, c'est une banque généraliste. Il y a des millions d'entreprises qui viennent avec différents secteurs et qui parfois se retrouvent avec un seul interlocuteur qui doit comprendre tous ces secteurs-là. Donc si vous ne venez pas avec une clarté de ce que vous voulez faire, ben, attendez-vous à ce que vous ne soyez pas immédiatement financé. Mais je vais aussi faire effectivement sur M. Louis Amédée et faire mon mea culpa. Et dire effectivement que ce qu'on doit aussi reconnaître, c'est que quand un dossier de financement arrive sur la table d'un banquier, ben, c'est aussi un coût en temps, c'est aussi un coût financier. Donc plus il y a de dossiers, plus il y a aussi, je dirais, des coûts qui sont multipliés. Et dans ces conditions, on ne peut pas effectivement, quand on n'est pas outillé effectivement pour être une banque d'investissement ou bien pour être un fonds d'investissement, il peut arriver effectivement qu'on ne traite pas les dossiers avec la même rigueur souhaitée et qu'on arrive effectivement à des cas particuliers où effectivement on ne satisfait pas tout le monde. Voilà. Monsieur Louis Amédée, vous avez voulu réagir tout à l'heure. Oui. Non, je voulais juste dire, derrière ce que disait notre ami, c'était surtout, il parlait de la question de l'asymétrie d'information qui fait que même pour la grande entreprise, il arrive que la banque ne veuille pas le financer parce que les informations ne paraissent pas claires. Mais je ne crois pas que ce soit dans son esprit de vouloir dire, et c'est pour ça que je vous disais tantôt que vous schématisez un peu trop, vous caricaturez un peu trop facilement. Moi, je vous écoute et puis je résume, je ne schématise. Non. Si vous avez remarqué, c'est vous qui parlez, c'est moi qui écoute. Les PME ivoiriennes ne sont pas fraudeuses par excellence. Elles ne sont pas plus fraudeuses que les grandes et très grandes entreprises, pas plus fraudeuses que les multinationales et autres. Heureusement que je ne suis pas l'auteur de la phrase. Je vous comprends parfaitement. Mais sur quoi j'insistais tout à l'heure, pour dire que normalement, sur la question du financement de la PME, on part tous avec quelques faiblesses. Quand je finis de citer les faiblesses des PME, il y a... On a été aux faiblesses des institutions financières. Des banques, qui sont, comme il a dit en partie, les banques ont une absence de stratégie PME. Financer une PME, c'est véritablement une activité pleine, spécifique, avec les particularités des PME, et il y en a dans tous les secteurs. Vous en avez dans le secteur secondaire, vous en avez dans le secteur tertiaire, vous en avez même dans le secteur primaire. Donc, ce qui fait que, véritablement, il faut s'y concentrer. À côté de ça, il y a aussi la volonté de la banque de pouvoir
s'engager. Et il a dit à beaucoup de franchises, quand vous prêtez de l'argent à une PME, votre rôle, il ne s'agit pas de juste lui prêter de l'argent et de venir chaque fois lui dire, bon, tu me dois une traite, tu me dois une mensualité. Il s'agit de l'accompagner, de s'impliquer plus ou moins relativement dans sa gestion, dans sa prise de décision stratégique. Parce que vous avez des billes que vous avez mis là. Si vous comprenez le risque, votre intérêt, c'est d'aider cette PME que vous avez financée à réussir. Et ça, à ce niveau, les banques se retrouvent en déficit. Et donc, ce qui fait que, quelque part, on n'arrive pas à trouver le point de jonction. Mais en même temps, il y a un autre vrai problème, qui est la perception que nous-mêmes, nous avons du financement de la PME. Mais la PME ne peut pas se financer seulement par des crédits bancaires. Et aujourd'hui, l'écosystème en Côte d'Ivoire a tellement évolué au cours des 2-3 dernières années, l'État a pris beaucoup de dispositions pour que le crédit bail, par exemple, puisse être utilisé. Ça veut dire, vous voulez acheter une machine pour pouvoir, presser des oranges ou presser du manioc. Vous allez voir la banque n'est pas prête à vous accompagner, vous avez déjà vos perspectives bien déclinées, mais vous voyez une entreprise de crédit bail qui vous aide à acheter la machine. Et d'ailleurs, des dispositions fiscales sont prises pour que vous payiez moins. Donc ça, il y a cette possibilité. Il y avait une possibilité qu'on avait ici qui s'appelait la facturage, mais la seule grande société de facturage de l'époque était devenue une banque qui d'ailleurs par la suite a été cédée, n'a pas connu le même succès que la facture. Mais ça, c'est une possibilité que vous avez. À côté de ça, il y a une chose qu'on ne fait pas, qui est le contrat de sous-traitance. Il y a le contrat de sous-traitance. À une époque donnée, il y a environ 15 ans de cela, la Fédération nationale des industries avait organisé ce qu'on avait appelé CAP Initiative, avec des grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce CAP Initiative? C'était juste de dire, bon, écoutez, les grandes entreprises, concentrez-vous sur votre core business, c'est-à-dire ce que vous savez faire. Une boîte comme la CIR utilise des électromécaniciens et autres. Mais la CIR a du matériel à entretenir, mais la CIR, sa particularité, ce n'est pas du fait de l'électromécanique. Donc, monsieur l'électromécanicien de la CIR, ce qu'on fait avec la CIR, on vous garantit des marchés, on vous sort de l'effectif de la CIR, et vous créez une entreprise d'électromécanique à qui la CIR garantit déjà le marché. Donc vous sortez de là, vous avez un marché garanti qui peut même vous préfinancer. Et cet exemple que vous donnez, vous pensez que c'est presque valable pour toutes les entreprises? Non, mais ça dit dans tous les secteurs où non, je le dis parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore cerné le mode de financement qui mettrait tout le monde d'accord, jusqu'à aujourd'hui. Non, on ne peut pas cerner, il n'y a pas un mode de financement qui satisfasse tout le monde. On n'a pas trouvé quelque chose qui puisse mettre tout le monde d'accord, même s'il n'est pas unique. Non. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé. Non, en fait, le vrai problème, c'est que nous n'avons pas pour le moment, su mettre en place en Côte d'Ivoire, dans notre pays, une politique de véritable promotion de la PME qui nous permette de pouvoir utiliser tous ces instruments dont je viens de vous parler. Il y a le financement bancaire d'un côté, mais il y a le crédit bail d'un côté, il y a la facturage, il y a le contrat de sous-traitance, et puis il y a les paiements par anticipation qui peuvent être faits. Donc c'est tout ça que nous devons mettre dans un même panier, mais de manière cohérente et appliquée. Et vous verrez que moins de PME se retrouveraient. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai dû dire en d'autres mots, avant de vous donner la parole. C'est ce que j'ai dû dire en d'autres mots pour mettre tout le monde d'accord. Mais dernière chose que je vais vous dire. Est-ce que vous permettez que je vous le dise? Oui, très rapidement. Mais il y a aussi l'esprit que nous avons pour entreprendre en tant que PME. La PME, c'est-à-dire on l'a construit. Le nom, il est mis pour qui? Pour nous tous, c'est-à-dire pour tout entrepreneur. C'est-à-dire les choses se font de manière graduelle. Et si on perçoit, c'est-à-dire notre perception de l'entreprise que nous créons, c'est de dire, bon, ici et maintenant, je vais vouloir faire du résultat et que je ne me projette pas à long terme, il est difficile de pouvoir trouver des gens pour m'accompagner. Donc, il y a cet esprit-là que nous devons avoir. D'accord, bien pris. Monsieur Gbaya, oui. Que faut-il aujourd'hui pour briser le mur de méfiance? Vous avez entendu beaucoup de choses. Hein? Le but de méfiance aujourd'hui, c'est de rétablir totalement donc, la confiance entre différents partenaires. Et puis, l'État, dans son rôle régalien,
l'État doit pouvoir donc aussi impliquer. Nous nous souvenons encore, une fois de plus, ce n'est pas donc pour tenser les banques, nous nous souvenons que lors de l'inauguration de la Maison des entrepreneurs, à notre présence, le chef de l'État avait interpellé les banquiers sur la nécessité pour eux d'accompagner les PME. Ça vous dit que déjà que l'État, dans sa grande force, a conscience que nous ne sommes pas assez accompagnés par le système bancaire. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est de regarder au côté de la législation, afin que nous mettions en place un dispositif. Ce dispositif doit nous permettre, pour nous, entrepreneurs, qui avons nos collègues anglo-saxons, qui sont donc en dehors d'ici, ils ont un autre mode de financement. Il faut penser à un mode alternatif. Il faut le financement classique, il faut chercher donc une alternative au financement classique. Parce que le financement classique, il n'est que bancaire. Et à ce niveau, nous n'arrivons pas à nous entendre. Donc il faut déjà penser, il faut que l'État prenne des décisions afin que nous ayons donc un mode alternatif. Parce qu'aujourd'hui, il y a le financement participatif, etc. Il y a la levée de fonds. Mon collègue anglais, mon collègue ghanéen, lui, il peut aller sur le marché financier pour lever des fonds à travers le marché SGI et autres. Chez moi, ici, ce n'est pas possible. Il faut que j'aille à ma banque pour que ma banque confie ça à sa SGI. C'est ça aussi qui est notre réalité. Donc, il faut que nous retrouvions, M. Amédée l'a dit, nous devons penser à cela, à la bourse de sous-traitance. Il faut mettre en place une bourse de sous-traitance. Il faut que l'État mette en place un système de garantie et ensuite que les différents partenaires industriels, PME, banquiers, qu'on puisse se retrouver et qu'ils puissent nous dire, écoutez, nous pensons que voici comment on pourrait marcher. Quelle garantie vous nous donnez? Nous, on pourra vous dire ici, en notre sein, voici ce qu'on pourra faire. Garantie mutuelle, oui, parce que chacun, il faut rassurer tout le monde. D'accord. Monsieur Koupouin, aujourd'hui, est-ce que vous croyez vraiment au financement alternatif? Mais si, je crois que nous sommes en train de parler de quelque chose qui n'attend que sa phase opérationnelle. Parce que quand on parle de financement alternatif, le crédit bail en est un exemple patent. Je vais même plus loin où aujourd'hui, dans l'analyse de l'écosystème financier, la BCEAO, la Banque centrale, qui a bien compris comment les PME constituent le socle du développement des pays de l'UMOA, a pris des initiatives pour pouvoir voir comment refinancer les banques à partir de l'instant où elles ouvrent un guichet PME. Donc, dire que la problématique n'est pas en train de trouver des solutions, nous, dans notre fonctionnement, on dit non. C'est peut-être des initiatives qui ne sont pas encore opérationnelles. Parce que la BCEAO, je le dis, c'est connu de tous, a mis en place un mécanisme de soutien, financement des PME. Et c'est des choses qui sont en train de prendre corps et entrer dans leur phase opérationnelle. Au-delà de ça, il y a même la question de la stratégie nationale de promotion des PME, qui est une réalité à travers l'agence PME, que le ministère et le secteur privé et nous, dans sa mise en place, nous avons travaillé sur toutes ces questions. Le directeur général même de l'agence PME a été recruté. Donc, vous comprenez qu'il y a toute une stratégie qui est en train de se développer pour créer un écosystème de développement des PME et accompagné par un financement. Il y a un fonds de garantie que le ministère est en train de mettre en place pour voir en termes de financement indirect comment est-ce que ce schéma-là puisse fonctionner. Les banques, je le dis et je le répète, sont en train, elles aussi, à travers la question de la commande publique qui a toujours été une question majeure, il y a une convention entre la PBF et l'État qui peut-être n'est pas encore dans sa phase opérationnelle, mais qui recadre un peu la question de la commande publique. Donc, c'est des initiatives qui sont assez nombreuses et qui, dans leur phase opérationnelle, pourraient aider toutes les PME, les TPME à retrouver quand même le canal qu'il leur faut pour enclencher leur développement. Au-delà de ça, l'État vient de mettre l'incubateur des PME en place. C'était des choses qui étaient importantes pour que l'environnement des PME, qui, comme je le dis, au risque de me répéter, viennent consolider les acquis sociaux des PME, les acquis économiques des PME, consolider toutes ces choses-là pour que les PME n'aient plus à souffrir de ces questions de durée de vie et autres. Maintenant,
il est question de passer l'information aux uns et aux autres, de sorte que, en ayant la bonne information, on puisse venir réellement s'imprégner de ce qu'on a à faire et de comprendre le schéma. Au-delà de tout ça, il y a la question du BIC, du Bureau d'information de crédit, qui est en train de se mettre en place, sinon qui est pratiquement mise en place. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'initiatives. Beaucoup d'initiatives pour qu'on puisse... D'accord. Oui, vous laissez terminer. Oui, je termine. Aujourd'hui, il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place et qui est favorable au développement des PME. La seule chose que nous attendons, que ce soit des institutions bancaires ou de l'État, ce que nous demandons, c'est la phase opérationnelle. Et comme nous travaillons tous sur ces dossiers-là, nous nous disons qu'avec l'interpellation que le président de la République fait de toutes les institutions bancaires, il est tout à fait normal que déjà au niveau politique, ces choses-là ayant été décidées, nous puissions comprendre que les PME ont, à la limite, si j'ose le dire, un avenir radieux. Désormais, ils ne seront pas comme des orphelins. Très bien. Alors, Monsieur Yves Ouya, aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez pour accompagner l'entreprise vraiment? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à penser à les favoriser, les PME? Écoutez, ce que je dois dire d'abord, c'est qu'il faut dissocier les choses. Il y a d'abord effectivement le cadre dans lequel effectivement fonctionnent les entreprises et effectivement les financiers. Ce cadre-là, il est du devoir de l'État de l'organiser de telle sorte qu'effectivement il puisse être fluide. Je réfléchissais à quelque chose quand j'écoutais les uns et les autres. Je me disais, c'est une boutade, mais c'est une boutade à dire quand même, que l'État de Côte d'Ivoire, depuis longtemps, réduit effectivement, il donne des crédits d'impôt à l'IGR quand on fait un enfant. Alors il peut quand même donner des crédits d'impôt à des Ivoiriens qui investissent dans des entreprises. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'il faut retenir? Là, ce qu'il faut retenir, c'est que, pour moi, je ne crois pas trop au fait qu'un financier vienne investir plus parce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé qu'il faut investir plus. Je n'y crois pas. Ce à quoi je crois, c'est que les entrepreneurs mettent en place, je dirais, une organisation interne qui puisse effectivement donner d'eux une image qui permette de lever des fonds à tout moment. Vous savez, moi, j'ai été choqué quand le troisième marché de la BRVM a été lancé. D'abord, au niveau des PME, il n'y a que 14 entreprises au niveau régional qui ont été nominées. Et sur les 14 entreprises, il n'y a que 4 qui peuvent se permettre d'être effectivement, en 2018, admises à ce troisième marché. Pour moi, c'est choquant. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans des débats inutiles. Pour moi, ce sont des faits concrets qui prouvent que les entrepreneurs doivent effectivement se remettre en cause et faire en sorte qu'ils soient des leaders et des champions. Mais comme j'ai coutume de dire aussi, un champion, il se crée, il se favorise. Et c'est là aussi que l'État doit jouer son rôle. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas de dire aux entreprises, les entreprises, je l'ai dit depuis le départ, les financiers financent des entreprises pour gagner de l'argent. S'ils perdent de l'argent, ce n'est pas l'État qui va leur rembourser cet argent-là. Donc, il est important que l'État fasse en sorte que ces entrepreneurs qui viennent face aux financiers soient suffisamment formés, connaissent parfaitement les entreprises, les financiers auxquels ils ont affaire pour pouvoir réagir comme il se doit et lever les financements comme il se doit. Et le dernier point que je vais dire, c'est que j'entends beaucoup parler des banques. J'entendais tout à l'heure parler de crédit bail, mais moi, excusez-moi, ça fait 40 ans que je sais que les crédits bail existent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nouveau. Donc, je veux dire, ce n'est pas ça qui est nouveau en Côte d'Ivoire. Ce qui est nouveau en Côte d'Ivoire, c'est qu'on puisse me parler de business angel, c'est qu'on puisse me parler du crowdfunding, c'est qu'on puisse me parler de levées financières qui sont nouvelles dans le monde entier et qui ne sont pas pratiquées en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est de ça que c'est ce qu'on attend. Mais il faut que les entrepreneurs, effectivement, puissent, à travers l'organisation, à travers leur propre structure, s'outiller pour pouvoir répondre à ce genre d'attente. Très bien, il ne reste plus que 4 minutes, donc chacun de vous a juste 1 minute pour sa conclusion. Donc je commence par vous, M. Baya. Aujourd'hui, il faut continuer à travailler. Et donc, nous, entrepreneurs, nous allons rester à la tâche, continuer la formation. Nous disons que vous, financiers, vous restez des partenaires pour nous. Donc, nous insistons pour créer donc un cadre réglementaire, un cadre légal pour que nous continuions les échanges. Nous continuons aussi à croire que les industriels représentent pour nous aussi une part du marché. Et c'est important aussi que nous puissions créer donc une plateforme collaborative avec ces industriels afin que nous, entrepreneurs, puissions avoir des parts
de marché avec l'industriel pour continuer à travailler. Et j'avais dit vraiment 1 minute. Donc, M. Louis Amédée. Moi, je ne regarderai pas la question du point de vue du financement bancaire. Je regarderai la question sous une autre fenêtre, celle de la solidarité interentreprises, qui fait que vous êtes donneur d'ordre, vous pouvez confier des marchés à des PME. Je parlerai de capacity building des dirigeants des PME pour que la PME soit bien structurée et ait des États qui soient crédibles, parce que même pour aller faire du crowdfunding, il faut pouvoir projeter aux gens des choses qui sont concrètes, parce qu'ils ne sont pas là pour regarder l'entreprise, ils vont regarder vos résultats. Et puis la dernière des choses sur laquelle je vais insister, c'est l'esprit d'entrepreneur. Et permettez-moi que je me tire un peu. En venant ici, j'ai rencontré un Ivoirien que je ne connaissais pas. Puisque c'est 1 minute. Oui, pour prendre le cas de ce monsieur qui est allé à l'école, qui était diplômé, qui s'est retrouvé à la casse de Williamsville. Et quand il vendait des pièces, je l'étais démarcheur, il entreprenait les gens. Mais comme ce monsieur, une fois, il lui arrive devant lui que des policiers viennent arrêter des vendeurs de casse, à la casse pour leur dire qu'ils violaient la loi. Alors lui, qui a fait des études, se dit, mais tiens, moi j'ai un élément de plus. Il va faire un registre de commerce. Donc, il se met dans un esprit formel. Et à partir de cet instant, sa manière d'aborder l'activité qu'il avait évolue. Il arrive même à avoir un espace à la casse alors qu'il était simple démarcheur. Aujourd'hui, il importe des pièces et il fournit un nombre important. Il allait crescendo parce qu'il y a une manière d'appréhender, ça dit l'entrepreneurship. Et c'est la chose que nous devons avoir, et ne pas regarder notre projection comme étant on est des diplômés, on doit avoir une fonction, on peut créer son business. Très et bien. si on veut le créer, si on va étape par étape, on va y arriver. On va y arriver. Monsieur Sylvain Copoin. Oui, je voudrais conclure par le fait que, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des initiatives que la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, dirigée par le Dr Bogifo et son conseil d'administration ont prise comme initiative, c'est de créer une banque des PME. Il faut appeler un chat par un chat, parce qu'à la lecture de l'environnement, nous nous sommes rendus compte que personne ne viendra faire notre bonheur. Et comme mon voisin le disait, il faut que les opérateurs économiques qui nous l'ont conseillé à la suite des deux thématiques que nous avons traitées qui avaient attrait au financement des PME, pendant 2 années consécutives, nous sommes arrivés à cette conclusion-là, où aujourd'hui nous sommes en train de voir avec des partenaires extérieurs, avec les partenaires économiques en interne, voir comment nous créons cet écosystème qui puisse nous permettre de nous prendre en charge pour la promotion des PME en Côte d'Ivoire. Monsieur Yves Ouya, pour terminer. Bien. Ce que je dirais, c'est que la Côte d'Ivoire est un terreau favorable aux entreprises. Et il est important que nos entreprises puissent effectivement se mettre à niveau pour pouvoir bénéficier de tous les financements qui sont à leur disposition. Les financements sont croissants. Je disais tantôt qu'il y a effectivement beaucoup de fonds d'investissement qui s'intéressent à l'Afrique. Mais l'Afrique, il y a 54 pays. Il faut que la Côte d'Ivoire puisse effectivement, en tant que leader de l'économie francophone, se positionner pour pouvoir être effectivement le pays qui attire le plus de capitaux d'investissement pour ces entreprises. Et donc, je souhaite vraiment que, à la fois, nous financiers et les entrepreneurs, nous puissions arriver à un point de convergence où on pourra effectivement développer des activités en Côte d'Ivoire et créer des emplois et des richesses. D'accord. En tout cas, avec vous, on a compris qu'il est difficile pour un banquier d'aller là où il n'y a pas de transparence, mais on a aussi compris que les entrepreneurs ne vous lâcheront pas d'une seule semelle. Mais la BCAO elle-même a décidé de prendre les choses en main en apportant de la liquidité aux banques. C'est ce que nous avons appris, et pour qu'elles puissent à leur tour ravitailler les PME. Et ça, c'est rassurant. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Monsieur Baya, monsieur Louis Amédée, monsieur Sylvain Copoin et monsieur Yves Ouya. C'est terminé. Le débat s'est terminé pour ce soir et je vous retrouve dans 2 semaines. Et à très bientôt, chers téléspectateurs, pour avoir suivi ce numéro 65 de notre émission Le Débat. Vous êtes sur RTI 1.